14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et je sais que vous aimez cette émission. Peut-être seriez-vous un peu possédé par cette émission. En tout cas, c'est la question qu'on va se poser. Serions-nous tous possédés et c'est cette question qu'on va se poser avec Jean-Charles Bouchou. Le terme possession, en fait, il a beaucoup de sens. Le premier, ça vient à l'esprit du moins quand on parle d'amour, c'est ce besoin de posséder l'autre, cette possessivité qui parfois nous rend particulièrement possessifs justement. Et c'est peut-être parce qu'on est follement amoureux et c'est malheureusement plus souvent parce qu'on ne veut pas qu'il aille voir ailleurs ou même qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, voire même à quelque chose d'autre. Moi j'ai connu des gens qui étaient même jaloux de la moto ou du chien de leur partenaire. Mais on peut aussi être possédé par une passion ou voire même par le diable, qui sait. Au fond, évoquer la possession, c'est peut-être évoquer cette part de l'humain qui touche un peu à la folie, mais au fond, être un peu fou, est-ce que c'est pas si mal? Qu'est-ce que vous en pensez? On en parle avec Jean-Charles Bouchou et déjà il va nous dire ce qu'il entend par ce terme de possession. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Jean-Charles Bouchou, vous m'avez demandé qu'on parle de la possession parce que c'est le propos de votre prochain livre que vous êtes en train d'écrire. Exactement, je suis en train d'écrire, que j'ai pour ainsi dire terminé, oui. Alors, c'est quoi? D'où est partie l'idée? Tout simplement, c'est ce que vous avez évoqué. Au départ, c'est la possession par un esprit. C'est-à-dire qu'une amie me dit un jour, je me sens possédé. Le soir, je vois des yeux qui m'agressent et qui me font très peur. Je lui dis, écoute, va voir un psychiatre. Elle me dit, non, surtout pas. Si je vais voir un psychiatre, il va me donner des antipsychotiques et me transformer en légumes. Et là, je ne savais plus quoi lui répondre. Je l'ai vu errer dans un milieu un peu particulier, qui est un milieu d'exorcistes, où je crois qu'il y a beaucoup d'arnaques. De charlatans. De charlatans, énormément. Oui. Des gens bien aussi. Faut faire attention. Oui, bien sûr. Alors, je suis parti enquêter, je suis parti avec mon baluchon, je suis venu d'abord à Paris, je suis allé à l'hôpital Sainte-Anne, heureusement ils m'ont laissé repartir. J'ai rencontré un psychiatre. Pas assez possédé donc. Non, pas suffisamment, ou alors assez malin pour que ça se voit pas, quoi. Et j'ai rencontré un psychiatre qui a écrit un livre, Schizophrénie et génétique, et donc nous avons parlé de l'aspect matérialiste du phénomène de possession. Ensuite, j'ai rencontré des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes. Et là, on s'aperçoit qu'on peut être possédé, par exemple, par un traumatisme transgénérationnel. C'est-à-dire que si mon arrière-grand-père a vécu un trauma, s'il ne l'a pas parlé, il se peut que l'énergie du trauma soit toujours présente dans la famille. Après, je peux être possédé... Comme un fantôme, c'est un fantôme, part, oui. D'ailleurs, il y avait un livre qui s'intitulait « Crypte et fantôme » qui parlait de ça. Après, on peut être possédé par ses mécanismes de défense. On peut avoir envie d'élaborer un beau couple, et puis une fois qu'on a rencontré l'autre, on devient dysfonctionnel. Et il y a des choses qui nous possèdent. On peut être possédé par sa colère. Une personne me disait je suis agi par ma colère. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas voulu réagir comme ça, mais c'était plus fort qu'elle. On peut être possédé par des substances, de la toxicomanie par exemple. On peut être possédé par un autre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une personne qui cherche à me posséder. Et j'ai découvert un monde extrêmement large, et ça fait un livre vraiment intéressant qui a une conclusion intéressante. C'est qu'à un moment donné, je ne savais plus quoi répondre au phénomène de possession parce que je ne suis pas un pro de cela, mais j'ai remarqué que dans tous les cas, à l'origine, il y a un trauma. Donc, qu'on y croit pas, qu'on soit plutôt spirituel, matérialiste, psychologue, l'origine est toujours la même. Ce qui est intéressant, je fais un parallèle. Bien sûr. Je me suis beaucoup intéressée au phénomène de voyance et j'ai beaucoup questionné des voyants qui ont des dons. Et c'est pareil, à l'origine, il y a toujours un trauma. Oui. Alors, et comme si le trauma permettait que quelque chose s'infiltre dans le cerveau de la personne. Alors, les chamans ou les chamans ou les religieux vous diraient il y a une brèche de l'âme, et dans cette brèche est venue s'installer une entité, et l'entité peut vous aider, mais en même temps il y a un prix à payer. C'est-à-dire que normalement dans la religion, c'est déconseillé de faire de la voyance, et c'est peut-être mieux d'aller travailler sur son trauma. Oui, j'entends bien ce que vous dites. En même temps, en préparant l'émission, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on n'a pas tous un petit peu de folie, et est-ce que c'est pas si mal finalement d'être capable un tout petit peu de délirer, un tout petit peu on est d'accord. Dans le cadre de la possession, je suis possédé par quelque chose, à mon corps défendant. C'est ça, c'est-à-dire moi qu'il y a j'ai ce problème avec le tabac industriel, par exemple. Je suis en train de m'arrêter de fumer, c'est une horreur. C'est un combat de chaque instant.
Oui, c'est-à-dire qu'on perd sa liberté. Exactement. Quand on est possédé, c'est ça que vous voulez dire. Oui. C'est peut-être là-dessus qu'on peut justement... Et on répond, y compris à ce fameux thème qu'on a tellement travaillé, les pervers narcissiques. Toujours on me dit, comment est-ce qu'on reconnaît un pervers narcissique? C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où est la brèche dans votre esprit, où est le trauma. Comment il a pu vous posséder? Non, pourquoi je suis allé le chercher? Pourquoi j'ai eu besoin de lui? Parce qu'on a besoin de notre pervers narcissique. À un moment donné, il vient nous faire vivre quelque chose. Mais au moment où on pourrait le vivre, à ce moment-là, on emploie des mécanismes de défense, on passe à côté, et en fait, on en prend plein la figure pour rien. Et c'est bien dommage. Donc, on est bien d'accord, cette possession, c'est une part de nous-mêmes qui n'est plus capable de choisir et avoir son libre arbitre. Ouais, c'est une brèche, les religieux disent une brèche de l'âme, mais en psychanalyse, on dirait pas comme ça, mais on dirait qu'il y a une brèche de la même façon. Ouais. Un trauma laisse un passage pour être possédé, que ce soit par une substance, une personne, un esprit, ce qu'on veut. Oui, mais moi, ça m'amène à cette réflexion, à force d'écouter tellement de gens tout le temps. On a tous des blessures, on a tous des traumas. Au boulot. Oui. Au boulot, on travaille. On va travailler sur ce trauma. Alors c'est intéressant parce que les traumas les plus anciens sont des traumas périnataux, c'est-à-dire tout de suite avant la naissance ou tout de suite après la naissance. Et quand c'est notre famille, enfin quand vous parlez du fantôme, hein, oui. Comment on fait? On n'y est pas pour grand-chose. On est né dans une famille. On n'est pas dans un tribunal, Brigitte Lahaye. Qu'on y soit pour quelque chose ou qu'on y soit pour rien, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le trauma originaire. Si je ne suis pas capable de le conscientiser, c'est-à-dire de le parler comme on fait en psychanalyse, je peux le vivre quand même au travers de ma sensorialité. C'est-à-dire, prenez un petit enfant d'1 an, il voit son père taper sa mère, ou le contraire d'ailleurs, sa mère taper son père, peu importe. Il va avoir, nous on va dire, il a de la peur, il a peut-être de la honte parce qu'il aimerait intervenir pour défendre son parent, mais il est tout petit, il peut pas, donc il va avoir un sentiment de lâcheté. Ça, ce sont des mots que j'emploie moi parce que je suis un adulte. Mais l'enfant, c'est pas ça. L'enfant, c'est son cœur s'accélère, son estomac se contracte, ses sphincters peut-être se contractent pour éviter de déféquer. C'est sensoriel, c'est pas intellectuel. Et il met en place des mécanismes de défense pour s'en sortir. Et en psychanalyse, personne ne viendra jamais vous dire, quand j'avais 1 an, j'ai vu mon père frapper ma mère, tout simplement parce qu'on s'en souvient pas. Mais dans notre vie, nous allons répéter encore et encore des situations qui vont nous amener à vivre ce que nous vivions quand nous étions petits. Et l'idée pour moi, c'est d'arriver à le vivre sensoriellement. C'est-à-dire quand une personne vit, par exemple, a rencontré un pervers narcissique, moi je lui dis, ok, revivez la scène, fermez les yeux, dites-moi ce qui se passe dans votre corps exclusivement sensoriellement. Et les gens me disent, le cœur s'accélère, formidable. Laissez évoluer. Comme je dis toujours, le corps ne ment jamais. Non. Sauf qu'on ne l'écoute pas beaucoup. Oui. Eh bien, on va l'écouter. C'est passionnant ce que vous dites, Jean-Charles Bouchou. Très beau livre qui arrive. Je suis sûre que ça intéresse beaucoup d'auditeurs. Si vous avez l'impression d'être possédé par quoi que ce soit, appelez tout de suite, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de prendre tout le monde. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Eh bien, Jean-Charles Bouchou est avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'était Les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. Et aujourd'hui, on parle de possession et c'est Élise qui prend la parole. Bonjour Élise. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Élise. Alors tout d'abord, j'ai adoré votre introduction. Le mot possession m'avait déjà beaucoup parlé, mais vos échanges ont été de début d'heure là ont été vraiment formidables et j'espère que vous allez pouvoir aussi m'apporter peut-être une lumière particulière parce que en fait moi, pour faire très simple, le mot possession me parlait parce que en fait c'est moi qui étais possédée par quelqu'un d'autre. Et je me dis toujours que si à l'époque, quand j'étais jeune et que j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, si j'avais écouté mon corps, et je vous rejoins Brigitte, mon corps me parlait, mon corps me disait cet individu ne te convient pas et j'étais pas bien, il me fatiguait. Rien que de le voir, il me fatiguait. Et bizarrement, j'ai jamais écouté mon corps. Aujourd'hui, je sais que c'est pas bien, mais et que je sais faire autrement. Pas bien, on va pas juger, Élise. Non, mais je parle pour moi, pardon Brigitte, je parle vraiment pour moi. J'aurais vraiment dû m'écouter parce que c'était très clair, mais voilà, je ne savais pas apprendre à m'écouter. Il fallait peut-être en passer par là. Qu'est-ce que vous voulez, Élise, pour devenir la femme que vous êtes devenue? Oui, pourquoi pas, mais enfin j'en ai bien souffert quand même. J'entends bien. D'être la possession de quelqu'un, je pense peut-être que ça va quand même vraiment en parler à Jean-Charles, c'est que j'ai 24 ans de mariage, de vie commune,
et presque 7 années de divorce, dont 2 procédures pour le même individu. Lors de la première conciliation ou non-conciliation qui suit ma demande de divorce, il m'a affublé de tous les maux de la terre. La seule chose dont il ne m'a pas accusé, c'est d'avoir tué quelqu'un, mais de tout, il m'a accusé de tout. Et moi, de toute évidence, quand quelqu'un pense de façon si noire une autre personne, il vaut mieux qu'il se sépare de moi, enfin qu'il me laisse partir. Non. Non. Parce que il a dit, mais vraiment, ça a été dit, il était vent debout avec son avocate en disant, mais mon client, ne veut pas divorcer. Et là, je me suis dit, mais c'est incohérent. Et effectivement, ça a mis du temps. Élise, est-ce que vous connaissez le phénomène de l'identification projective ? Pas du tout. Ah, j'en parlais dans un de mes livres, le premier que j'ai écrit. C'est-à-dire que la personne va projeter à l'intérieur de vous des choses qu'il a peur de voir en lui. En fait, les reproches qu'il fait, ça ne vous appartient pas. Et c'est très important de comprendre ce mécanisme d'identification projective. Ça veut dire que quand l'autre vous dit, par exemple, tu es nul, en réalité, il dit « j'ai tellement peur d'être nul ». Et vous devenez le réceptacle de sa négativité, de ce qu'il pense de lui-même au fond. Alors, on comprend pourquoi il vous insulte d'un côté et il vous demande de rester de l'autre. Évidemment, il a besoin de sa poubelle, hein. Excusez-moi. Ah oui. C'est pas très beau à dire, mais il a besoin de quelqu'un dans qui il peut décharger tout le négatif et tout ce qu'il a tellement peur d'être lui-même. Moi, je disais, j'étais son os à ronger. Alors, vous voyez, c'est pas mieux. Hein. Non, mais c'est un peu l'effet miroir pour prendre un terme peut-être plus grand public. C'est-à-dire que on voit chez l'autre ce qu'on veut pas voir chez soi. Oui, mais au besoin même, on l'invente. C'est-à-dire, je vais dire, vous êtes nul ou tu es nul, Élise, alors que vous n'êtes pas nul. Mais le problème, c'est pas un miroir, c'est une projection. Ce serait plutôt comme une toile de cinéma sur qui je projette tout ce que j'ai peur d'être. Oui, mais on regarde l'autre comme si c'était le miroir de nous-mêmes. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mais dans le sens où je vais projeter dans le miroir ce que je veux, quelque chose de moi. Vous avez raison, oui. Et quand on tombe dans les griffes de ce genre d'individu, c'est effrayant parce que... C'est effrayant. Oui, mais ce que disait Jean-Charles Bouchou dans l'introduction que vous avez beaucoup aimé, Élise, il dit bien que vous l'avez choisi pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir... Enfin, je suppose que vous avez fait ce chemin-là. Ah oui, j'ai dû me faire beaucoup accompagner parce que ça a été un calvaire d'être libérée de lui, mais sans mots, sans nom, ça a été un calvaire de plusieurs années, au-delà de ce que j'avais déjà vécu quand nous étions ensemble, quoi. Et c'était déjà vraiment pas drôle. Donc vous aviez vécu déjà quelque chose de l'ordre du trauma, ce que je proposais tout à l'heure en introduction. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc la scène que vous avez vécue avec votre mari, on pourrait dire c'est une répétition de votre enfance ? Eh bien, exactement, en fait, oui. Mais pareil, ça m'a mis du temps avant de le comprendre. Hein. Ouais. Bien sûr. Ah oui. Mais oui, et c'est pour ça que j'étais si habituée à ce mode de fonctionnement violent à mon égard. Je dis toujours, j'étais comme une espèce de petite grenouille qu'on avait mis dans un petit bocal une eau froide et qu'on chauffait. Et qu'on chauffe tout doucement, oui. Et après, on peut plus s'en séparer. Je sais bien qu'on m'a reproché, mais comment tu as fait, t'es quand même pas bête, pourquoi t'as accepté, parce que je disais rien en plus, je ne montrais rien. Hein, bien sûr, fallait sauver la face. Hein. Bien sûr. Et je dis, oui, mais j'étais plus en capacité de réagir, mais vraiment j'étais plus en capacité de réagir. Alors, ce qui se joue, vous voyez, quand on est tout petit et qu'on subit, c'est quoi un trauma ? Un trauma, c'est un excès d'énergie que notre organisme n'est pas capable de gérer. Donc un tout petit qui est soumis à de la violence, à l'intérieur de lui, l'énergie qui va se présenter, ça pourrait être de la colère, ça pourrait être de la peur, ça pourrait être de l'humiliation, mais ça, il ne peut pas le gérer, c'est trop fort. Donc, cet affect est refoulé et sont mis en place effectivement des mécanismes de défense. Et adulte, maintenant que mon organisme peut le supporter, je vais me confronter inconsciemment, involontairement au même type de situation parce que mon inconscient lui dit tu vas enfin pouvoir le vivre pour pouvoir le dégager. Le problème c'est que confronté à la même situation, je régresse en posture d'enfant et de nouveau je me laisse faire comme je me suis laissé faire quand j'étais enfant. Donc ce qu'il faut que vous arriviez à vivre, c'est à revivre ces scènes-là et à accepter de les vivre sensoriellement. On peut le faire tout seul, ça me semble plus facile de le faire avec un thérapeute averti.
D'accord. Et c'est en ce sens, et j'insiste beaucoup, et c'est en ce sens que quand on est en thérapie, il faut ressentir et éprouver, et non pas le faire de l'intellect avec son thérapeute. Et beaucoup trop de thérapeutes vont intellectualiser, et c'est pour ça que vous n'avancez pas quand vous êtes accompagné dans votre intellectualisation. L'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense qui est là pour mettre à distance les ressentis. Voilà, et ça c'est vraiment important pour tous ceux qui écoutent. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter et faire des thérapies. Si vous avez l'impression que il se passe pas grand-chose dans votre corps et que vous n'avez pas beaucoup d'émotions, on peut être à un moment donné en train de pleurer quand on est chez son thérapeute, et c'est bien, c'est bon signe, ça prouve qu'il s'est passé quelque chose. On peut être en colère, c'est bien, c'est bon signe. S'il se passe rien, si ce n'est des échanges de mots, eh bien c'est que vous n'êtes pas avec un bon thérapeute. Oui, mais même si je vis ma colère, attention, c'est peut-être pas ça la colère peut être aussi l'évitement de ressentir la peur qui est. D'accord, mais au moins il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que le thérapeute a su toucher le centre émotionnel. Oui. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est fermer les yeux et dites ce qui se passe dans votre corps, sans juger. Mon cœur s'accélère, mon estomac se resserre. Ok, laissez évoluer. Eh oui, Élise. Mais on grandit tous, vous savez. C'est l'idée, qu'est-ce qu'on fait sur Terre sinon se purifier. Voilà, et c'est étrange, mais c'est comme ça. C'est le Love Conseil, vous vous rendez compte? Que signifie être adulte? Voilà le Love Conseil. On en parle bonne question. Dans un instant. Et merci beaucoup, Élise, pour ce témoignage qui montre bien à quel point on peut être possédé par quelqu'un. Aujourd'hui, avec Jean-Charles Bouchou, nous parlons de la possession. De quoi s'agit-il exactement et quels en sont les mécanismes? Venez participer à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, que signifie être adulte? On va en parler dans un instant, mais je crois que vous vouliez nous raconter une petite histoire justement sur les émotions. Ouais. C'est l'histoire de Jacques, c'est un copain bagarreur qui était connu pour avoir l'agression facile quand on était gamin, alors que c'est un ange, il est adorable. Et l'autre jour, donc, il se promène dans la rue, il jette un cigare qui venait de terminer dans une bouche d'égout, et il y a un gamin qui le suit, qui lui dit « Ouais, vous auriez attendu 3 mètres, vous auriez pu le mettre dans une poubelle. » Et là, mon copain se retourne, alors je vais essayer de ne pas employer les mêmes gros mots, il lui dit « Je t'embête, crétin ». Et l'autre le regarde et lui dit « Vous avez toujours été aussi con ?» Mon copain serre les poings, il se dit « Je vais lui en coller une ». Et puis, quand il me le raconte, il me dit « J'étais pris dans une double contrainte. C'est-à-dire, soit je lui en collais une, mais je l'aurais regretté. C'est un gamin qui avait 25 ans. Soit je le fais pas, et l'histoire, elle va tourner en boucle dans ma tête. » Donc, voilà. Qu'est-ce que prouve Jacques dans cette histoire? Il prouve son courage et son absence de peur. Mais moi qui le connais bien, je sais qu'il a eu une enfance difficile, pleine de violence. Je lui dis, mais c'est pas ça que tu dois vivre. Tu dois pas vivre ton courage, tu dois vivre ta lâcheté. Vous imaginez bien qu'il pouvait pas m'entendre. Alors je lui dis, écoute, ferme les yeux, revis la scène. Et dis-moi ce qui se passe dans ton corps. Il me dit, bon écoute, mon estomac se resserre, ma gorge se serre. Et je lui dis, oui, laisse évoluer. Ensuite, il me dit, je peux pas parce que sinon l'énergie monterait jusqu'à mon visage et je me mettrais à pleurer. Mais je lui dis, pleure. C'est ça, ton inconscient veut que tu vives la peur et la lâcheté de tes premiers instants de vie. C'est-à-dire, si tu as vu ton père frapper ta mère et que tu n'es pas intervenu pour la défendre, tu t'es senti lâche. Donc, l'inconscient vous amène à revivre tout le temps le même type de scène. Mais le conscient, lui, il ne veut pas que vous viviez votre lâcheté, il veut que vous viviez votre courage. C'est l'ego, en quelque sorte. Oui, puis ça se comprend. Je veux dire, en plus, on est des garçons, on a été... Mince, alors, oui, quoi. On ne pleure pas, on n'a pas peur. On est plus proche de Rambo que... Enfin, bref. Et je lui ai dit, non, il faut que tu vives ta peur et ta lâcheté. Et à ce moment-là, tu seras libéré. Et la prochaine fois qu'un gamin te fait une réflexion, tu te retourneras en rigolant et en lui disant que vous avez raison. Exactement. Voilà, tu l'auras dépassé. Et c'est pour ça qu'on répète, parce que la question se posait hors antenne, pourquoi est-ce qu'on répète sans cesse et qu'on ne résout jamais le problème? Parce qu'il y a un conflit entre l'inconscient qui veut que vous viviez votre lâcheté, dans son cas, et le conscient qui veut que vous viviez votre courage. Et donc on en vient à ce que ça signifie d'être adulte, parce que c'est ça aussi être adulte, c'est capable de ne plus laisser l'enfant intérieur prendre le dessus. Bref, plus laisser posséder. Oui, j'évoque souvent d'ailleurs cette nécessité d'être mature pour réussir sa vie et bien sûr sa vie amoureuse. Mais cette notion de maturité, elle est souvent mal comprise. Très souvent, on croit qu'être adulte, c'est devenir très sage, ne plus être capable de s'amuser.
et c'est une erreur évidemment. Un adulte mature sait qui il est, d'où il vient. Il n'a pas perdu sa capacité à s'amuser ou à s'émerveiller, parce qu'on ne perd jamais sa part d'enfant. Mais on a appris à régler ces grandes blessures d'enfance, et on a appris à ne plus se mettre en danger justement pour être dans ce genre enfin pour réparer, parce qu'on a des blessures. Et c'est vrai que souvent c'est la peur qui va nous rendre trop sérieux ou dans le contrôle. Donc devenir adulte, c'est justement être conscient de ses fragilités, mais rester ouvert au monde et prêt à toujours profiter de chaque instant. Oui, c'est peut-être devenir responsable, c'est-à-dire en capacité de répondre de ses actes, éventuellement de se tromper, c'est pas bien grave. Élise nous a donné l'exemple tout à l'heure, elle disait, il projetait tout le temps sur moi des choses qui lui appartenaient, enfin c'est moi qui avais un peu traduit comme ça. Cette personne, le mari d'Élise, n'est pas responsable. Dès qu'il sent une tâche à l'intérieur de lui, il la projette dans quelqu'un, c'est tout simplement un enfant. Voilà. Un adulte est responsable, il dit à un moment donné, c'est difficile pour moi, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, et c'est pas bien grave. Et évidemment, dans une histoire amoureuse, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas mature, c'est compliqué. Si en plus soi-même on n'est pas mature, c'est très très compliqué. Très dur, ouais. Exactement. Aurélie, bonjour. Bonjour. Juste, j'écoutais du coup monsieur. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur Bouchou. Bonjour Aurélie. Je ne suis pas totalement d'accord. Oh. Parce que j'ai vécu les deux côtés. Oui. Le côté enfance et le côté amoureux. Ouais. Et je ne suis pas d'accord parce que j'ai eu un papa pas du tout gentil qui a pris mon frère comme étant l'élément cible, et pourtant mon frère est le plus gentil, le plus adorable des copains. Alors, continuez, oui, allez-y. Et par inverse, moi je suis devenue celle qui a voulu pas copier. Mais en gros, j'ai rencontré quelqu'un, mon père est décédé. J'ai rencontré mon copain 4 mois après que mon père soit décédé. Et il était comment dire, blessé comme moi. Ouais. Parce que du coup, j'ai voulu le sauver. Ouais. Ça m'a détruite à moi. Mais par contre, mon frère, qui lui a eu une enfance difficile, il s'en est sorti et moi, non. D'accord. Mais en quoi ça s'oppose à ce qu'on disait tout à l'heure? Parce que vous savez, je dis pas la messe, je suis pas là pour ça. C'est-à-dire qu'à une personne, je vais lui faire une proposition et une autre personne emploie d'autres mécanismes de défense qui sont différents. Voilà, mais comme quoi, du coup, c'est pas idée. Du coup, mon frère, je pensais qu'il avait tout de devenir par rapport à ses réactions quand mon père était vivant, par rapport à ses réactions, tout était prédit pour qu'il devienne comme mon père. Et finalement, il a pris l'inverse, visiblement. Voilà, il a pris l'inverse. Oui, bien sûr. Mais on peut craindre, et j'espère que non, mais on peut craindre que sous son côté très 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 gentil, il y ait de la colère qui soit là sous-jacent, et pardon pour la faute de français, et qu'à un moment donné ça explose. Donc ce serait intéressant oui, les mécanismes de défense, ça peut être l'identification à l'agresseur, je deviens comme mon agresseur, mais ça peut être l'inverse total, c'est-à-dire je vais être un grand défenseur des enfants battus. Et puis je peux devenir un grand défenseur des enfants battus et cacher au fond de moi une grande colère qui va me faire avoir de l'eczéma, par exemple. Avoir de l'eczéma, c'est un mécanisme qui permet de ne pas ressentir sa colère. Allez-y Aurélie. On était 3 enfants, 2 jumelles et du coup mon grand frère. Oui. Et du coup ça n'était pas du tout ça. Mon frère était très colérique, sauf que c'est lui la cible. Et nous on était très superstitieux. Au final, ils sont bien sortis, ma soeur, un copain. Et au final, c'est moi qui suis tombée dans le travers. C'est-à-dire qu'elle est devenue violente? Non, pas du tout. C'est que j'ai recopié... sauver quelqu'un qui me ressemble. D'accord. Parce que du coup, moi, on m'a sauvé, on n'a pas sauvé quelqu'un. C'est votre frère qui vous a sauvé, en quelque sorte? Ah non, personne ne m'a sauvé. Moi, je fais une thérapie pour ça. Personne ne m'a sauvé. Je crois que c'est un peu les mots de votre thérapeute que vous nous donnez aussi, un peu trop. Ou ce qu'on me dit.
Oui, mais c'est Ouais. peut-être ça qui fait que vous répétez peut-être ce qu'on vous dit, mais j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça pour vous. Parce que quand vous dites que bon, votre frère s'en est bien sorti malgré un père, on a compris que vous aviez un père négatif, toxique. Donc votre frère visiblement s'en est sorti. Bon, ça reste encore à prouver, mais c'est pas lui qui témoigne, donc on n'en sait rien. Mais vous, en quoi C'est sûr, c'est très bien. Très bien, ils sont très gentils. J'ai même peur et ils sont très gentils. Non, mais en quoi vous en êtes pas sorti? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous en êtes pas sorti? On entend votre souffrance, Aurélie. Et on la prend pour ce qu'elle est. J'entends bien votre souffrance. Mais en quoi vous en êtes pas sorti? Parce que ça fait 4 ans qu'il est décédé, ça fait 4 ans que je suis avec quelqu'un et que j'ai donné ma vie pour cette personne. Et en quoi ça se passe mal avec cette personne, c'est ça? Je ne saurais même pas moi dire. Et écoutez, moi je pense que justement vous êtes peut-être encore possédé par ce père justement qui était si violent, et que peut-être vous avez aimé tellement fort et que c'est compliqué pour vous d'arriver à faire la part des choses entre la mauvaise personne qu'il était et la bonne personne qu'en tant qu'enfant vous avez vue, parce que c'est votre père. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Donc c'est peut-être ça qu'il faut aller travailler en thérapie, cette ambiguïté terrible. Oui. Et puis le père violent, il demande peut-être à être sauvé aussi. Parce que s'il est violent, c'est qu'il abrite une grande souffrance et les enfants sentent ça. Parce qu'on ne connaît rien de sa vie. On sait rien de sa vie. Si on écoute, en gros, du coup, on est 5 enfants, 3 enfants de ma maman et 2 d'un mariage antérieur. Et si j'écoute les filles plus âgées, son grand-père était le grand-père superbe, hyper gentil, etc. Mon papa, il me dit oui, je me mettais sur le toit tout seul et j'attendais parce que du coup, j'avais rien à faire. Et je sais des choses que je ne dirai pas à la radio, mais je sais qu'il y a eu des choses. Mais il n'a rien voulu me dire. Bien sûr, et on va pas vous demander de dire ce que vous n'avez pas envie de dire, Aurélie. Mais la violence de votre père, évidemment que derrière la violence, il y a toujours de la souffrance. Ce qui n'excuse pas sa violence, évidemment, mais ça permet de comprendre. Et les enfants le sentent, et les enfants le savent, même si ça n'est pas dit. Et à un moment donné, on peut avoir envie de sauver ce père qui nous fait pourtant beaucoup de mal. Donc les deux peuvent cohabiter. Pardon ? C'est pour ça que je l'accompagnais. Il m'a mis... Quand il est décédé, ça a mis 11 jours et j'y suis allée tous les jours. Bien. Ben c'est bien, au moins vous êtes en paix avec vous-même, parce que c'est toujours ces moments-là où on peut après regretter de ne pas avoir été présente. Non, je crois que c'est, encore une fois, ce choix de compagnon dont on ne sait pas grand-chose, mais ça parle évidemment de votre père, évidemment du lien que vous aviez en tant qu'enfant à votre père. Tout ça, c'est cohérent, mais ça va dans le sens de ce que dit Jean-Charles Bouchou. Vous savez, je crois que c'est parce qu'il a dû dire quelque chose qui vous a blessé, et c'est peut-être... Ah, ça oui. Alors, si vous savez exactement ce qu'il a dit, qui vous a blessé, ça, allez le travailler avec votre thérapeute, parce que ça parle de vous. C'est ce que je fais. J'ai écouté votre dernier témoignage. Il a violenté ma mère. Oui, et vous avez vu votre père violenter votre mère? J'avais 3 ans, donc je m'en souviens pas. D'accord. Moi, j'avais 15 ans, il m'a insulté, et après j'étais là, il allait mal, j'étais la seule qui était là. Je suis la seule à avoir fêté son dernier anniversaire. Du coup, comme on dit possession, du coup, c'est ça, je suis en possession par rapport à ça. J'entends bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir témoigné. On entend votre souffrance, et je vous assure que Jean-Charles Bouchou n'a rien dit pour vous blesser, mais si ça vous a blessé, c'est que ça touche une part de vous qu'il est intéressant d'aller travailler avec votre thérapeute, puisque vous êtes suivi. On vous embrasse, Aurélie. Merci beaucoup. On se quitte un court instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, et nous évoquons la possession dans tous les sens du terme. J'en profite d'ailleurs, si vous avez quelqu'un proche de vous qui est
possédés peut-être par la drogue ou qui croient rencontrer le démon, c'est peut-être le moment de nous appeler, comme ça on pourra vous donner quelques conseils, même si c'est pas si simple que ça, évidemment. Jean-Charles Bouchou, c'est Catherine qui nous rejoint. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Merci bonjour Catherine. De m'accueillir. Merci pour vos émissions où j'apprends toujours beaucoup de choses. Voilà. Mais nous aussi, on apprend. Enfin, moi, en tout cas, j'apprends beaucoup de choses parce que je vous entends et puis j'ai des invités exceptionnels qui, je reconnais, m'apprennent aussi beaucoup de choses. Oui. Je ne cesse de grandir. Il nous aide. Oui, en réfléchissant sur le sujet de l'émission, c'est vrai que ça m'a parlé dans le sens. Bon, là, j'ai un peu plus de 70 ans, donc j'ai du vécu quand même un petit peu. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois, j'ai été mariée et puis amoureuse, on va dire 2-3 fois, à peu près. À chaque fois, je rentre, je me laisse posséder, parce que j'ai qu'à dire non. Je me laisse posséder par la personne avec qui j'ai envie tellement d'être aimée que je rentre dans la passion de la personne. Voilà. Le premier faisait de la natation à outrance. Il m'a entraîné pour que je fasse de la. Après, c'était un plus, hein. Mais si vous voulez, un autre, c'était les voitures. Donc, j'ai appris à décrypter les voitures de toutes les époques, et un autre c'était le jeu, donc c'est un petit peu différent avec les chevaux et tout ça. Mais à chaque fois je m'oublie un petit peu pour rentrer dans le moule. C'est intéressant parce que c'est quelque chose de plus féminin que de masculin, mais même si bien sûr tout homme a une part féminine, ce désir d'être l'autre. Ce désir de s'oublier, j'entends, chez Catherine. Ouais. Donc qu'est-ce qui est à l'origine? Il y a tout un travail à faire. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas ressentir? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être vous-même? Qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enfant? Alors, enfant, je suis née d'une maman qui avait 40 ans et qui venait de fréquenter mon papa, qui, soi-disant, était stérile à cause des oreillons. Donc je suis arrivée, donc je pense que ma maman, elle n'avait pas très envie. Mon papa, lui, par contre, il pensait ne jamais avoir d'enfant. Donc j'ai vraiment été adulée par mon père, que ma maman a fini par mettre dehors au bout d'un certain temps. Donc je me suis retrouvée avec elle. Ma mère était très, très dépressive. Moi, j'étais quelqu'un d'extraverti. Je suis devenue quelqu'un de timide. Parce qu'il fallait que je rentre dans le moule. Elle supportait rien. Elle supportait pas que j'ai des copines. On m'a offert des patins à roulettes. J'avais le droit d'en faire sur le gazon dans le jardin. Surtout pas dans la rue, c'était trop dangereux. Enfin, tout était... j'avais le droit de rien. Vous avez déjà un élément de réponse. Il fallait que je rentre dans le moule. Et vous nous dites, en préambule, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je rentre dans son moule, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il fait de la natation, je fais de la natation. S'il s'intéresse aux voitures, je m'intéresse aux voitures. Et si vous rentrez pas dans le moule, qu'est-ce qui va se passer? Alors, une chose intéressante, c'est l'angoisse d'abandon. Il faut comprendre que être abandonné aujourd'hui, quand on est adulte, c'est pas si grave. C'est même souvent une bonne nouvelle quand on y réfléchit une fois qu'un peu de temps a passé. Mais pour un petit, c'est pas la même histoire. Un petit enfant qui serait abandonné serait en danger de mort. Donc, l'angoisse d'abandon chez nous, quand elle résonne avec les angoisses les plus archaïques, c'est une angoisse de mort. Alors, on comprend qu'on va tout faire pour rentrer dans le moule. Et surtout pas être abandonné. Donc, vous avez quand même déjà une bonne partie de la réponse, Catherine. Je pense, Il me semble, oui, moi aussi. Mais si vous voulez, jusqu'à présent, parce qu'il y a d'autres problèmes aussi dans ma vie, je n'ai jamais voulu aller voir un psy. Et là, il y a un événement qui s'est produit, que je n'ai pas pu relativiser. Oui, allez-y, Catherine. Oui. Ça a été tellement violent que j'ai dit pas te faire soigner parce que c'est pas possible. C'est juste parce que j'ai une de mes filles, je suis très proche de mes 2 petits-enfants, les derniers. Oui. Et ma fille a décidé de déménager à 400 km de là. Et plus ça lui pète avec son mari. Et donc vous allez être séparés de vos petites filles, c'est ça que vous voulez dire? Mais quel âge elles ont? Les enfants ont 5 et 8 ans. Ah, les petits-enfants. Mais je m'en occupe.
Ouais, c'est des petits-enfants, mais je m'en occupe de 4 fois par Non, semaine. mais Catherine, c'est très intéressant parce que ça montre bien que la relation que vous avez eue à votre mère, qui a été une relation, on l'entend bien, pas suffisamment maternante, hein, vous avez fait l'inverse avec votre fille et vos petits-enfants. Et là, tout d'un coup, on vous retire vos petits-enfants et donc ça réveille ce manque de maternage de votre mère. Elle vous retire, elle déménage pour vous nuire ou elle déménage parce qu'elle a besoin de déménager? Non, c'est parce que c'est un projet de vie qu'ils ont tous les deux. Voilà, il travaille beaucoup là et elle a envie d'être dans la campagne. Vous savez, vous êtes consciente qu'elle fait pas ça pour vous faire du mal. Voilà. Ah non, ça oui, tout à fait, oui, je le sais. D'accord. Et que vous avez le droit d'exister en dehors de l'autre. Vous avez le droit d'exister en dehors de votre mari qui aime la natation. Vous avez le droit d'exister en dehors de vos petits-enfants, en dehors de vos enfants. Vous avez une vie qui est la vôtre. Et là, vous allez vous retrouver face à vous-même, en fait. Hein. C'est ça qui vous fait peur. Ah oui, non, parce que maintenant, là, je suis seule, puisque le dernier, je m'en suis séparée. Donc, je suis seule depuis 2-3 ans, il n'y a pas très très longtemps. Mais si vous voulez, c'est le manque de dialogue avec ma fille qui me fait très peur. Parce que je l'ai appris par la petite et pas par ma fille. D'accord. C'est ça qui m'embête. Mais peut-être que votre fille savait à quel point vous alliez pas être d'accord et qu'elle n'a pas osé vous en parler. Vous voyez, je dis pas encore une fois qu'elle a eu raison. Ça aurait été mieux qu'elle ait le courage de vous affronter, et d'en parler. Mais tout ça pour nous est assez clair. Hein. Vous voyez. Qu'est-ce que vous faites pour vous, Catherine? Quels sont vos hobbies, vos passions? Voilà. Alors, des passions, j'en ai. Mais le souci, c'est que moi, ce qui me fait vivre, ce qui me fait vibrer, c'est quand je fais plaisir à quelqu'un. Ah ouais. Mais faites-vous plaisir à vous-même. Faites-vous plaisir à vous-même. Il n'est jamais trop tard, hein, Catherine, pour apprendre à se faire du bien. Bah ouais. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous faire du bien? Je sais pas, je suis comme vous, j'adorais faire du cheval. Et puis tout le monde me dit, ah mais tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas machin, tu vas... c'est drôle, c'est le discours de votre mère. Quand vous voulez faire du patin, elle vous laisse pas aller dans la rue. Ouais. Et vous avez rencontré des gens autour de vous qui vous tiennent le même discours? Oui. C'est marrant. Vous en avez déjà fait du cheval ou pas? Ah oui, j'en ai fait pendant des années. Bon, bah alors faites du cheval, mais faites pas comme moi. Prenez pas des chevaux de course qui sont violents. Prenez des bons pépères. Et à 70 ans, on peut encore faire du cheval, mais pas sur n'importe quel cheval. Voilà. C'est pas en extérieur. Non, mais c'est vrai. Pas en extérieur. Même en extérieur. Vous savez, si vous prenez un camarguais, il vous fera pas de mal. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que c'est un sport où on peut tomber. Et c'est vrai qu'à 70 ans, il vaut mieux éviter de tomber. Mais vous faites un peu de cheval, oui, c'est pas, faites-vous plaisir. Et puis moi, ça m'amuse beaucoup parce que vous savez que je viens de sortir un roman sur une histoire d'un cheval. Et ce que je dis beaucoup dans le roman, c'est que la relation au cheval, c'est une relation fusionnelle et que ça parle souvent de notre relation à notre mère. Donc vous voyez, la boucle est bouclée, hein, Catherine. Ouais. Je crois qu'il va falloir, il va falloir travailler sur votre relation à maman, hein. Non, mais là, c'est bien parti. J'ai fini par trouver un psy. Mais c'est vrai que quand je suis sur un cheval, c'est ce que je dis, je suis plus sur Terre, je suis sur une autre planète. Mais oui, je sais bien. On est porté par sa mère quand on est sur un cheval. On est bercé. Ça nous berce, hein, le cheval. Ah, mais c'est fabuleux. Le cheval, c'est... Bon, les animaux, en général, c'est ma tasse de thé. Mais le cheval, pour moi, c'est vraiment le summum. Il y a une sensation, un échange, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il fait que... Et puis, n'écoutez pas votre entourage qui veut vous en dissuader. Et puis je crois, voyez Catherine, je peux pas dire qu'on ne tombe pas de cheval, c'est pas vrai. Je me suis assez cassée pour ne pas pouvoir dire ça. Mais ce que je crois qui est important, c'est que parfois il vaut mieux prendre des risques et avoir l'impression de vivre et d'aller mieux que de rester dans son. Tiens, je sais que Jean-Charles Bouchou, vous pensez comme moi. Hein, quand on voit que pendant le Covid, on nous a empêchés de vivre, Exactement. Je la sors souvent, c'est là. Pendant le Covid, on nous disait attention, si vous sortez, vous êtes en danger de mort, mais si vous restez devant votre télé, vous n'êtes pas en danger de mort. Et moi, j'ai les traduits par, ben oui, si je sors, je suis en vie. Si je suis en vie, je suis mortel. Si vous faites du cheval, vous êtes mortel. Mais si vous restez à la maison devant votre téléviseur, ben vous vous casserez rien du tout, mais vous ne serez pas en vie en fin de compte. Et après, c'est pas dit, parce que j'ai fait 2 chutes à cause de ma chienne, là, parce que j'ai pris un petit chiot.
Et je me suis rien cassé. Donc voilà, j'ai fait deux belles chutes. Et c'est ce que j'ai dit. Je monte pas à cheval parce qu'on me dit tu vas tomber. Et finalement, j'ai mon petit-fils aussi qui m'a fait tomber parce qu'il m'a coupé les jambes. Enfin, il a couru dedans. Et je suis vraiment tombé fort. Et bon, j'ai rien cassé. Donc je me dis autant que je prenne des risques. Non, mais je crois que vous savez, moi je suis assez fataliste et en même temps je crois beaucoup aux signes du destin. Quand il doit nous arriver quelque chose, de toute façon, et ça nous arrive. Après, ça peut être une chute de cheval, ça peut être on traverse sur pourtant un passage clouté et on a un abruti ou un vélo si vous voulez. Je vois que vous avez. Et en effet, il y a un vélo qui passe. Et il passe au rouge, c'est vrai. C'est vrai, et il passe au rouge, vous avez raison. Et c'est vrai que c'est parfois plus dangereux le vélo parce qu'il ne respecte pas les feux rouges. Bon, allez, au moins on a su vous faire sourire et on a presque malheureusement su vous faire pleurer, Catherine. Donc je crois que vous avez eu raison de nous appeler parce que vous avez mis des mots sur ce que vous ressentez. C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, hein, Jean-Charles Bouchou. Ah oui, mettre des mots sur les mots. Hein, la phrase elle est connue, mais ça marche bien. Écoutez, merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous, Catherine. Oui, c'est fou d'ailleurs, comme enfin le témoignage de Catherine. On entend, elle dit ce qui ne va pas. Et pourtant, elle ne l'entend pas. Ouais, eh ben on a besoin d'un miroir, tiens, pour faire écho avec ce que vous disiez tout à l'heure. Parfois, on a besoin d'un thérapeute. Le thérapeute, il n'a juste qu'à répéter une phrase que l'on vient de dire. Et là, c'est la révélation. Comment ça, j'ai dit ça? Mais oui, vous l'avez dit. Mais je l'ai dit, mais je ne l'ai pas entendu. C'est ça. Ah. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et parfois, c'est pour ça que moi, je suis assez pour l'écriture, qui est une sorte d'art-thérapie. C'est une superbe thérapie. Parce que quand on écrit son journal, par exemple, ou même des petites phrases, et qu'on les relit après, on se dit... On est surpris. Pourquoi j'ai écrit ça? Qui c'est qui a écrit ça? Et on a la réponse. Mais je pense que vous l'avez vécu quand on écrit un livre et qu'on arrive à la fin du livre, ça n'a rien à voir avec le projet qu'on avait à l'origine. Hein. Le livre, il s'est un peu écrit tout seul, non? Oui, il y a des moments où ça s'écrit tout seul, et puis il y a des moments où on rame un peu, voilà. Mais vous savez, par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote dans un livre que j'avais écrit il y a longtemps. J'écrivais que mon héroïne était devenue écrivain pour que son père la regarde, parce que son père adorait lire des livres. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon père adorait lire des livres, et je me suis dit, voilà pourquoi j'aime écrire. Voilà. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on se découvre au fond. C'est le lien papa, mais c'est un bon lien, puisque c'est un lien qui nous mène vers la création. Absolument. Donc ça, c'est une chance. On va continuer à évoquer la possession, bien sûr, dans cette deuxième heure. Jean-Charles Bouchou, là, on a surtout parlé de possession amoureuse. Oui. Mais quand on entend Catherine qui parle, enfin, qui tout d'un coup a son chagrin qui explose à l'antenne parce que ses petits enfants vont partir. Qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi? Mais il y a quelque chose qui va s'effondrer chez Catherine, mais on entend bien derrière le discours qu'il y a quelque chose qui va renaître. Et donc ça va être, j'ai le sentiment, je suis pas non plus Madame Irma, hein, mais j'ai le sentiment que pour Catherine, il va y avoir une renaissance. Et ça pourrait passer au travers des soins donnés aux animaux. Parce que les soins donnés aux animaux, c'est très différent des soins donnés aux gens. Aux gens, on attend un retour. Alors que de l'animal, pas forcément. Enfin, c'est naturel, quoi. On donne sans attendre de retour. Oui, bien sûr. Et puis, comme je dis souvent, l'animal ne nous déçoit pas. Du moins, c'est ce qu'on se dit, parce que il nous arnaque pas. Mais parce qu'il est un petit peu dépendant de nous finalement et qu'on garde. Je pense que si vous lâchiez un cheval dans la nature, il vivrait très bien sans vous. Hein. Il est dépendant parce qu'on le rend dépendant. Vous savez, parce que nous le possédons. Il n'y a plus beaucoup de grandes prairies. Hein. Non. Et en Camargue, on a des chevaux sauvages. Hein. C'est vrai. Mais enfin, semi-sauvages. En région parisienne, le pauvre. Sur les Champs-Élysées, ils n'arrivent pas à brouter. Non, je ne parle même pas de Paris, mais il y a des endroits où malheureusement les chevaux sont quand même un petit peu. Non, il y a une ville au sud d'Arles. Ils ont tellement de terrain que c'est pratiquement donné aux gens qui habitent là. Et les chevaux sont lâchés. Quand vous voulez faire du cheval, vous devez la veille parcourir les terres pour arriver à le retrouver déjà, l'enfermer dans un box et le lendemain enfin vous pourrez le monter et le cheval il est redevenu à moitié sauvage, il faut le débourrer hein. Et les taureaux de Camargue c'est pareil, ils sont considérés comme sauvages.
Oui, il y a des endroits encore en France où les chevaux sont assez libres, mais c'est quand même pas la majorité. Pas la majorité. Je vous l'assure. Bon, on va continuer à parler de possession après les infos. Vous pouvez nous appeler, bien sûr. Et puis, je vous propose une petite devinette. Quelle serait la profession idéale pour un éjaculateur précoce? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. Nous parlons des mécanismes de la possession aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou. Venez apporter votre témoignage. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute. On parle beaucoup avec vous souvent de la perversion narcissique, mais aujourd'hui plus particulièrement, on évoque la possession. On est tous plus ou moins possédés à des moments de notre vie par quelque chose, par quelqu'un. C'est pour ceux qui peut-être prennent l'émission en cours. Je rappelle qu'en début d'émission, on a expliqué vraiment que souvent, la possession, ça vient d'un trauma dans l'enfance. Ça prend toujours racine dans un trauma, oui. Enfin, toujours, non. Vous savez qu'on peut être possédé, y compris par... nous sommes possédés, y compris par notre microbiote. J'ai découvert ça en écrivant mon livre. On a à l'intérieur de nous des êtres microscopiques qui sont des champignons, des levures, des bactéries. On en a quand même 2 kilos. C'est énorme, hein. Et il y en a un, par exemple, qui se nourrit du sucre, de notre sucre. Eh bien, si vous arrêtez de manger du sucre, il va vous envoyer un message via le nerf vague qui va dire « je veux du sucre ». Et là, vous allez dire « je veux du sucre ». Et en fait, c'est pas votre désir, c'est le désir du candidat albicans. C'est ça. C'est étrange, hein? Eh ben, on voit bien comment... Donc on est possédé par le candidat albicans, plus ou moins, selon qu'on mange plus ou moins de sucre. Exactement. Alors, on va continuer avec Muriel dans un instant, mais je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la profession idéale pour un éjaculateur précoce ? J'ai pas trouvé. Non, bien, je me doute bien. En fait, il faut être livreur parce qu'on rentre, on décharge rapidement. Oui, il sera bien vu. Voilà, bon, écoutez. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Muriel. Alors, moi je suis possessive, j'ai des enfants, j'étais très possessive avec ma fille et pourquoi? C'est parce que j'ai été agressée quand j'étais adolescente et du coup j'avais très peur, je voulais être présente pour elle, alors de trop, parce que du coup aujourd'hui il a fallu qu'elle parte de la maison pour faire ses études à 18 ans parce qu'il fallait absolument, parce que c'était très conflictuel et du coup j'ai été possessive avec elle, je pense que j'avais peur pour elle. Oui, vous êtes possédé par le démon qui vous a été inoculé quand on vous a agressé. C'est ça. Hein? D'autant plus qu'elle avait des tenues des fois, des chemisiers ouverts, en fait, comme tout un chacun, en fait, comme toutes les gamines adolescentes, enfin pas toutes, mais beaucoup. Oui, et du coup pour moi c'était terrible, c'est une violence. Alors j'étais pas réceptive et du coup j'ai dit mais il faudrait que tu te couvres parce qu'on ne sait jamais. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Muriel projetait ce qui lui est arrivé. Elle projetait sa peur, oui, mais Muriel est capable d'en parler. Alors oui, on va appeler ça de l'identification projective. Non, parce que Muriel est capable d'en parler. Alors que quelqu'un de pervers, comme c'était le cas tout à l'heure avec le mari, je crois que c'était d'Aurélie ou d'Élise. Là, on est dans la perversion narcissique parce que l'autre va employer le déni, c'est-à-dire il va dire tu es nul, qui veut dire j'ai peur d'être nul. Mais dire j'ai peur pour toi, évidemment que la peur elle vous appartient, mais il y a aussi un souci de sécurité pour l'autre. Malgré tout, là on n'est pas exactement dans le. Ça part aussi sur un principe de réalité, c'est-à-dire vous savez que ça arrive puisque ça vous est arrivé. Ça existe, vous l'avez vécu, vous avez peur pour elle. On est loin, loin, loin de la perversion narcissique. Oui, et en plus je l'ai pas, à cette période-là, je l'avais pas verbalisé parce que je voulais pas en parler. C'était, pour moi c'était tellement compliqué que voilà. Alors j'ai bien sûr j'ai été trop sur elle à ce niveau-là. La pauvre, elle se maquillait. Je trouvais que c'était, je lui interdisais beaucoup de choses. Et j'étais constamment sur elle, il est vrai. Et vous avez pu depuis en parler avec elle Oui,
et du coup, régler ça, parce que finalement, elle est capable peut-être de comprendre pourquoi vous l'avez un petit peu brimée, si je puis dire. Oui, exactement. Et puis la distance, et puis la maturité aussi aujourd'hui, quoi. Je pense que elle comprend davantage. Il lui est arrivé aussi une mésaventure dans un logement où il y avait eu des agressions à côté, et j'ai répondu de suite présente parce que je voulais être là pour la protéger, même s'il y avait de la distance, être à son écoute, l'accompagner. Et j'étais assez contente. Je lui ai dit, je voulais être là pour toi dans ces moments-là, parce que moi, il n'y a eu personne. Et voilà. Ça a été un drame. Alors, je fais une petite pause. Vous en voulez à vos parents? À ma maman. Voilà. Oui, c'est ça. Il est plus là, le trauma. Il y a le trauma lié à l'agression, mais il y a le fait que vous en voulez à votre mère. Donc c'est une colère qui est au fond de vous. C'est une rancune. Complètement. Oui, parce qu'elle a pas... C'est là qu'il faut aller travailler. Oui, c'est vrai. Ouais. Plus que sur l'agression. C'est ça. C'est un alibi, je crois, l'agression, plus que... Oui, complètement. Enfin, c'est un alibi, non, vous l'avez quand même subi. Vous l'avez vécu, c'est une réalité. Oui, mais en fait, je détourne parce que la problématique, elle est ailleurs, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais... je suis en colère après ma maman, oui. Et vous voulez pas être cette mère-là? C'est pour ça que peut-être mon mari a été très surpris de la surréaction. Mais en fait, je me suis trouvée 30 ans en arrière dans la situation où moi je dis j'ai besoin de toi et elle n'était pas là. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu, malgré les kilomètres, être là, l'accompagner, lui montrer qu'elle pouvait me dire tout ce qu'elle avait besoin de me dire. Voilà. Et du coup, ça m'a aidée aussi. Ce qui est bien, c'est que vous êtes consciente du pourquoi vous avez surréagi, même si on peut comprendre bien sûr qu'on surréagisse, mais vous êtes consciente. Donc déjà, c'est un premier pas important. Oui. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tout travail sur un sentiment de possession, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, il faut retrouver le trauma d'origine. Et je suis certain même que le trauma dont parle Muriel n'est pas forcément le trauma d'origine. C'était peut-être déjà une répétition de quelque chose qui est beaucoup plus antérieur. Parce que les vrais traumas se jouent dans les tout premiers temps de la vie. Ce qui voudrait dire que votre maman n'a pas été très sécurisante quand vous étiez très 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 petite. Oui. Il s'est passé quelque chose. Mais vous savez, j'en ai parlé, et je le mettrai dans mon livre, y compris avec un copain psychothérapeute qui dit, et ça peut même s'être passé dans le ventre de sa mère, où on peut avoir eu éventuellement, il semblerait que beaucoup d'entre nous avons eu des jumeaux qui ne sont pas nés, qui sont morts dans le ventre de la maman. Et là, ça peut même créer encore des traumas. Vous voyez qu'en psychanalyse, on va avoir du mal à travailler là-dessus, Personne n'a jamais dit, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'avais un jumeau, parce que personne n'est au courant. C'est les fameux fantômes dont on a parlé en début d'émission. Ça peut être un autre fantôme, celui-là, oui, bien sûr. Oui. Ça peut être un esprit. Alors moi, je mets un mot, quand vous dites ça, il est vrai qu'elle voulait un garçon. Et je suis la seconde, et du coup, elle savait qu'elle n'allait pas avoir d'autres enfants, c'était comme ça. Et du coup, elle a mis beaucoup de projets en moi parce que c'était le dernier enfant qu'elle allait avoir, et malheureusement, ce n'était toujours pas un garçon. Et du coup, j'ai été le garçon manqué de la famille. D'accord. Elle m'habillait, j'avais les cheveux courts. J'étais très masculine aussi dans les vêtements, voilà. Donc inconsciemment, je remplissais ce manque-là de par mon comportement. J'étais toujours dehors, voilà. Mais à un moment donné, il faut que vous vous trouviez vous-même et que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez au fond. Parce que là, quand vous racontez ça, c'est que la petite fille, elle voulait faire plaisir à maman et tant qu'à faire, essayer de ressembler à un garçon. Donc ça, c'est pas votre désir, c'était le désir de votre mère. Donc aujourd'hui, où vous en êtes avec ce comportement très masculin que vous avez peut-être encore ou que vous n'avez non, du tout, au contraire. D'accord. Donc vous avez réussi à être dans votre désir à vous et à vous éloigner de la petite fille. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes mature. Moi, j'entends une femme qui sait qui elle est, en tout cas, qui est sur la bonne route. Oui, à partir du moment où j'ai compris le fonctionnement familial, je m'en suis détachée et j'ai essayé de casser cette chaîne-là pour pas le reproduire avec mes enfants. Voilà. La seule chose que j'ai envie de vous dire, moi, je suis persuadée qu'on a besoin toujours de pardonner à sa mère. Alors, encore une fois, quand je dis pardonner à sa mère, c'est juste de comprendre
pourquoi elle a fonctionné comme ça et ne plus être dans la colère ou dans la haine, parce que ça, ce sont des choses qui nous font pas du bien. Après, on n'est pas obligé de pardonner totalement, hein, mais quand je dis ça, donc c'est juste peut-être ça qu'il faut voir où vous en êtes, s'il y a un petit peu encore un travail à faire. Oui. J'ai mis pas mal de choses dessus et en fait je comprends plus ou moins son fonctionnement et je parle davantage que je ne parlais avant. Je mets des mots sur des choses maintenant, voilà. Et je pense qu'elle entend certaines choses parce qu'on était, vous savez, on est beaucoup dans le faire. Enfin, dans la famille, on est vraiment dans le faire. La communication, c'est une problématique, voilà. Et du coup, maintenant, je dis les choses. Je mets des mots sur des mots. Voilà. Très bien. Ce que je ne faisais pas. Eh ben, très bien. Continuez. Voilà. Oui. Continuez. Merci beaucoup, Muriel, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous deux. Une petite pause, Jean-Charles Bouchou, et puis on retrouve, bien sûr, on vous retrouve sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Jean-Charles Bouchou est avec nous et on va continuer avec Rachel qui nous rejoint. Rachel, vous recevez ce jouet puisque vous vous êtes inscrite, je rappelle, le mardi quand on teste un jouet intime. Si vous avez envie de le recevoir, celui qu'on teste, eh bien, il vous suffit de vous inscrire et de témoigner à l'antenne. Donc, Rachel, vous allez recevoir ce vibrator G-Spot qu'on trouve sur Concorde Love. Bonjour Rachel. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Rachel. Donc vous êtes dans une relation un peu compliquée, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, comme on parle de la possessivité, moi je pense que j'y étais quand même beaucoup. Ça doit être lié à une blessure, un pareil d'enfance. Et je pense que j'ai réussi quand même à m'en guérir, entre guillemets. Et là, du coup, je me rends compte que j'ai envie de me choisir moi et de potentiellement sortir de la relation. Alors ça se traduisait comment? Vous étiez extrêmement jalouse? Plutôt possessive dans le sens où j'avais envie qu'il vienne habiter avec moi très vite. Et puis du coup ça m'a mis dans la difficulté parce que lui il est parti. En fait il est venu vivre avec moi et à 2 reprises dans la relation il a pris un appartement pour s'éloigner. Donc ça c'est des choses qui... Il avait besoin d'air. Ouais. Il avait besoin de distance. C'est ça. Vous l'étouffiez en quelque sorte. C'est-à-dire que vous aviez, dès qu'il était là, vous étiez collé à lui. Comment ça se manifestait? Oui, plutôt, ouais, parce que j'ai 3 enfants d'une union précédente. Et c'est vrai que j'étais très attachée à lui. C'était une période un petit peu difficile dans ma vie et c'était un peu comme ma bouille, ouais. C'est intéressant parce qu'il nous arrive toujours ce qui nous fait le plus peur. C'est-à-dire, si j'ai peur d'être abandonné, je deviens fusionnel avec l'autre. Je suis tellement fusionnel avec l'autre qu'au bout d'un moment, il finit par s'en aller. C'est ça. Ouais. Et ça se voit très très souvent dans plein de symptômes différents. On crée le problème qui nous fait peur. Celui qui est jaloux, par exemple, ou celle qui est jalouse, ça va tellement dire à l'autre, j'ai peur que tu me trompes, je crois que tu m'as trompé, tu vas finir par me tromper, que l'autre, au bout d'un moment, il finit par se dire, pourquoi pas, après tout. Oui, après tout. Alors qu'à l'origine, il n'avait même peut-être pas l'idée, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, le fait que là, la deuxième fois, quand il est parti, je sais pas, c'est comme si moi, ça m'a fait, j'ai compris, je me suis détachée. Maintenant, donc, là, il voudrait revenir, et du coup, là, c'est moi qui ne veux plus trop. Et ça vous convient comme situation? C'est une relation quand même un peu dysfonctionnelle, donc j'étais toujours dans l'espoir que ça aille mieux. Ouais. Mais là, ça me paraît un peu trop compliqué. Mais Rachel, on va essayer d'être un petit peu objectif, parce que là, dans ce que vous nous dites, c'est pas si évident pour moi, en tout cas. Est-ce qu'au début, c'est une relation qui fonctionnait bien? Est-ce que c'est un homme avec qui vous avez été heureuse? Parce que peut-être que c'est aussi défensif pour vous de ne pas vouloir revivre la relation. Oui, et puis peut-être qu'il ne vous rassurait pas au départ et que c'est pour ça que vous étiez fusionnel aussi. Ça peut venir de nous, d'un trauma, mais ça peut venir aussi de l'attitude de l'autre. Il a beaucoup de mal à communiquer. Il a la particularité d'être
d'être homme et femme. Et du coup, moi, j'étais assez dans le respect. C'est-à-dire, il se travestit quand vous dites il était. Ça aussi, oui. D'accord. Donc on a peut-être quand même affaire à quelqu'un qui est peut-être un peu possédé, justement. Il est possédé par son côté féminin, ouais. Oui, et en même temps, il le vit, hein. En même temps, il le vit. Oui. Donc, est-ce que c'est un problème? Elle est là, la question. Le problème, c'est qu'il le vivait, mais tout seul, pas avec moi. Et moi, ça, j'avais beaucoup de mal. Mais peut-être qu'en tant que femme, il allait rejoindre des hommes? Oui, c'est ça, oui. Ouais, d'accord. Oui, et ça, c'était insupportable pour vous? Pour moi, oui, insupportable. Non, mais donc, vous voyez, quand on décode un petit peu tout ce que vous nous racontez, on voit bien qu'au départ, c'est quand même une relation qui crée chez vous un sentiment de distance et donc un sentiment de ne pas être vraiment en couple. Il y a une part de lui qui vous échappait. Réellement, c'était pas dans votre tête, ça. Ah non, c'est pas dans ma tête. Et après, du coup, je suis assez dans le développement personnel et tout. Je me dis que si j'ai attiré une relation comme ça à moi, c'est pour travailler des choses. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup avancé. Très bien. Et, vous aviez besoin peut-être d'exprimer votre côté masculin? Oui, certainement. Ouais, oui. il peut y avoir une inversion des choses. Hein. Ouais. Ben, en tout cas, ça permet de dire qu'en effet, vous avez raison. C'est pas la peine de repartir dans cette histoire parce qu'elle est. Voilà, est-ce qu'elle vous convient, est-ce qu'elle vous convient pas, tout simplement. Elle était un peu bancale dès le départ. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas la peine de relancer cette histoire, au moins. Mais on sent qu'il y a des choses encore que vous n'avez pas tout à fait assimilées. Oui, parce que là, du coup, lui, il me dit que c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne, c'est qu'il veut plus recommencer tout ça. Mais moi, c'est vrai que ça me fait... j'ai toujours cette crainte que ça recommence et du coup de ressouffrir de fou, quoi. Donc, Mais je crois, si comme ça, vu tout ce que vous nous avez dit, moi j'aimais l'hypothèse, mais peut-être que c'est pas la bonne, mais c'est l'hypothèse que j'aimais. Peut-être que ça vous a renvoyé à votre difficulté à vous sentir bien dans votre peau de femme ou quelque chose de cet ordre-là, comme si vous étiez face à quelqu'un qui vous renvoie au fait que je suis pas suffisamment aimable, pas quelque chose, ou pas suffisante, voyez. Il va chercher à l'extérieur du couple quelque chose que Rachel ne peut pas lui donner parce qu'elle l'a pas. Et ça vous parle, ça, ou pas? Oui, complètement. Oui, parce que j'ai pas mal de blocages dans ma vie. Enfin, ça s'est beaucoup amélioré, mais j'ai quand même encore du mal à exprimer. Alors, moi, je reviens sur l'inconscient dont parle Jean-Charles Bouchou, qui nous met toujours face à une situation où on peut avancer. Peut-être qu'il faut travailler sur comment vos parents vous ont accueilli en tant que fille. Oui. Ça vous parle, ça? Moi, oui, mais ma maman, je sais qu'elle avait très 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 envie d'avoir une fille. Oui. Une petite fille, un petit bébé. D'accord. Voilà. Et votre père? Mon papa, je sais pas trop, puis je suis pas très proche de lui. Donc non, parce que mes parents, ils ont eu 2 garçons et après ils ont eu une fille et moi je suis la 4e. D'accord. Donc vous étiez deux garçons, 2 filles. Voilà. D'accord. Et comment, je veux dire, travailler. Enfin, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre dans votre fratrie. Vos parents se sont séparés ou ils sont restés ensemble? Ils se sont séparés, mais j'étais adulte. Ça fait 13 ans maintenant. Mais si votre père n'était pas très présent à la maison? Non. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris sa place? Moi, j'étais la petite fille. Ma maman, elle a toujours été dans mon enfance en souffrance. Elle faisait avec, quoi. À mon avis, elle disait pas qu'il fait sa vie, puis bon, voilà. Et moi, je sais, dans mes souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs quand même très très tôt, d'avoir été là, de suivre le mouvement et d'être toujours le plus adorable possible et de pas faire de bruit, d'être sage pour soulager ma mère, ouais. Ben oui. Donc finalement, vous étiez le compagnon de maman. Ouais. En tout cas, vous êtes pas, vous savez pas encore très bien quelle est votre place. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, certainement, oui. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Essayer de vous affirmer, vous, en tant que
En tant que Rachel, et puis bon, ça prend son temps, mais on y arrive. Hein. D'accord, Merci en tout cas, Rachel. Merci beaucoup. Et allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec le Sexo Conseil. On va parler du sperme et nous aurons, je crois, Sandra qui croit peut-être être possédée par l'esprit ou je ne sais quoi. On en parle dans un instant. Demain, avec Jean-Charles Bouchou, nous abordons la question de la lutte de pouvoir dans les couples. Comment s'affirmer sans pour autant prendre le pouvoir? Venez apporter votre témoignage. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Sexo Conseil. Eh bien, on va parler du sperme, Jean-Charles Bouchou. C'est vrai que c'est une question de goût, le sperme. Bon, et bref, c'est peut-être même une question d'odeur. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir si le goût du sperme varie en fonction des hommes et si on peut faire évoluer le goût. Donc, c'est un vrai sexo-conseil. Eh bien, figurez-vous que oui, et on peut faire ce parallèle avec la transpiration. On a tous une odeur spécifique de transpiration. Et cette odeur, elle va varier en fonction de notre alimentation. Plus on mange épicé, plus le goût sera fort. Alors c'est vrai aussi en moindre mesure, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne les sécrétions vaginales. Hein. Et plus vous mangez sucré, moins ce sera acide et ce sera plus épais. En revanche, l'épaisseur, ça varie aussi en fonction des éjaculations. Plus elles sont nombreuses, évidemment, plus l'éjaculat sera liquide. Bref, et quant à la puissance du jet, c'est plutôt les hommes qui y attachent de l'importance. Alors d'abord, sachez qu'une femme, elle va pas sentir la différence dans le vagin. Hein. Franchement, faut pas rêver. Hein. Même si on sait que ça va très 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 vite les spermatozoïdes, mais vu la taille, ça n'est pas très impressionnant. Bon, en fait, la puissance du jet, ça varie surtout en fonction de l'âge. Plus on vous vieillit, moins ça part fort. Mais si ça vous angoisse, c'est peut-être parce que vous en êtes resté au fantasme de celui qui va faire pipi le plus loin. Voilà. Oui. Tout ce qu'on peut dire sur le goût du sperme, c'est parfois intéressant de faire un sexo-conseil un peu concret sur des choses où il y a beaucoup de fantasmes, parce qu'il y a énormément de fantasmes sur cette liqueur fertile. Hein. C'est quand même... Peut-être manger beaucoup de vanille, de glace à la vanille. Oui, oui, oui. Alors le pire du pire, c'est les asperges. Ah bah oui. Voilà. Ça sent mauvais. Ça sent très très mauvais, oui. Ouais. Sandra, bonjour. Merci de prendre la parole. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Sandra. Bonjour. Eh bien, oui, écoutez, on vous écoute et merci de témoigner parce que je crois que Jean-Charles Bouchou est ravi qu'on ait justement quelqu'un qui témoigne avec cette sensation de peut-être d'être possédé. Oui, alors que je suis pas croyante du tout, hein, mais bon, j'ai entendu, vu des choses, et il faut savoir que je suis quelqu'un de très très émotif quelque part, parce que je suis quelqu'un de très calme, très zen, qui ferait pas de mal à une mouche. Pour dire, quand j'écrasais une mouche sur mon pare-brise, je me mettais à pleurer comme une madeleine, voilà, parce que j'avais ôté la vie à quelqu'un, à quelqu'un façon de parler, à un être vivant, et bon, j'ai suivi un peu le conseil, j'ai transformé cette émotion en colère après l'animal qui s'est jeté sur ma voiture pour mourir, parce que sinon après j'arrivais plus à conduire, j'étais en larmes, voilà. Et puis il fallait surtout pas me demander si ça allait, parce qu'alors là c'était pire encore, voilà. Donc voilà, quelqu'un qui libère les mouches de la maison, hein, qui ne les toxique pas, machin, et j'étais devenue quelqu'un capable d'avoir envie d'étrangler la première personne qui me contrariait. Je tremblais de partout, des palpitations, moi qui ne mange jamais et qui suis pas capable qui supporte pas l'injustice, j'étais fourbe, j'étais tout ce que vous voulez, donc du coup j'étais passée du côté obscur. Voilà, j'aurais pris plaisir à étrangler quelqu'un, à lui mettre une gifle, voilà. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas être un monstre, je ne suis pas un monstre, donc j'ai un problème. Je suis forcément possédée par le mal, quoi. Alors j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un exorciste qui est très reconnu et réputé dans le monde entier. Pour vous dire à quel point j'étais persuadée quand même. Hein. Donc je vais le voir, cet homme, et il me dit, non mais je vous rassure tout de suite,
vous n'êtes pas possédé, mais vous êtes quelqu'un de très positif et vous avez été contaminé par une personne de très négative. Et vous êtes devenu cette personne tout simplement. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais avec un compagnon qui était pervers narcissique et il avait une relation extra-conjugale avec une autre femme. Et en fait, j'étais devenue cette autre femme en fait. Alors que, et il faut savoir que je vis des fois des choses qui ne m'appartiennent, mais pas du tout. Ça m'est arrivé aussi, mon père a eu un très grave accident, un très grave accident, et il a eu un syndrome d'éloge. Et bien, figurez-vous que le jour où il a plus eu ses antalgiques, parce qu'il a été plongé dans le coma, parce qu'il paraît que c'est très très douloureux, et bien il paraît, je vous le confirme, je l'ai vécu. Parce qu'il n'avait plus ses antalgiques. Et je peux vous garantir que j'avais qu'une envie, c'est de mourir tellement la douleur était intense. Alors voilà. Et donc c'était m'a vu plusieurs fois et m'a permis de redevenir moi-même. Mais je peux vous garantir que voilà, je l'ai vécu comme si j'étais cette personne. Qu'est-ce qui vous a fait faire comme travail cet exorciste, Sandra? Alors, pas vraiment de travail en fait. Il m'a fait des prières, il m'a soulagé comme ça. En fait, pour quelqu'un qui n'y croyait pas en fait, ben voilà, je suis allée le voir à plusieurs reprises. Il m'a fait plusieurs prières. Ouais, quelle obédience il était quoi? C'était quoi sa religion? Alors là, bonne question. Je pourrais peut-être lui faire de la pub. Il est à Ligarde. C'est le maire de Ligarde. D'accord. Monsieur Pierre Dulon. Bon, un chrétien sans doute. Bon, je pense. Après, ouais. Alors là, vous me posez l'école parce que franchement, mais c'est jamais posé la question non plus. Au moment où vous vous sentiez justement possédé et avec cette envie de faire du mal, hein, parce c'est ce que vous avez dit, vous êtes un petit peu passé à l'acte ou pas du tout? Ah ben, justement, on était souvent en conflit avec mon compagnon parce que il était violent. Je lui rendais l'appareil et il m'est arrivé de faire comme il m'a fait à moi, c'est-à-dire m'étrangler et d'en arriver pour quelque part me défendre, mais ayant plaisir à l'étrangler et la sensation de lui ôter la vie me faisait grandement plaisir. Je l'ai vécu à 100%. Et quand je sais que j'ai vécu ça, mais je me dis, c'est dur de savoir Bien sûr. qui je suis. Et de savoir que j'ai pris plaisir à faire des actes ignobles, à prendre plaisir, moi qui pleure des pieds crasés. On n'est pas obligé de juger. Hein. Il y a un symptôme qui se présente et ce symptôme veut dire quelque chose, il veut que vous viviez quelque chose. Et moi ma conclusion, excusez-moi, je dis toujours la même chose parce que c'est la conclusion de mon livre, tout part d'un trauma. Imaginez un petit bébé à l'intérieur du ventre de sa mère qui à un moment donné se retrouve avec le cordon ombilical autour du cou. Et il est étranglé. Et il a peur de mourir. Et peut-être même qu'il va tomber dans les pommes. Adulte. Je vous le confirme. Vous me le confirmez? Je vous le confirme. 3 tours de cordon autour du cou. Je suis née violette, sans crier. Et vous voyez, c'est là où... Voilà le trauma. Voilà le trauma. Je suis morte presque. Oui, on a trouvé le trauma. Et alors, c'est intéressant parce que, évidemment... En tout cas, ce que je trouve fabuleux, Jean-Charles Bouchou, moi je crois réellement que l'intuition est un support extraordinaire. Vous avez eu l'intuition de parler du cordon ombilical et tout d'un coup, moi, je suis toujours dans la recherche du trauma le plus originaire possible. Et grâce à vous, Sandra a trouvé l'origine. Alors, on a trouvé l'origine, on l'a trouvé intellectuellement, mais c'est pas fini, hein. Parce qu'au moment où on va prendre plaisir à étrangler l'autre ou à être étranglé aussi, et ce sont des jeux qui se font beaucoup dans les jeux amoureux, je suis sûr qu'à chaque fois il y a une histoire de cordon ombilical à l'origine, hein. Notre inconscient, comme je l'ai dit tout à l'heure lors d'un autre témoignage, demande à ce que nous revivions cette angoisse de mourir, mais que nous la vivions pleinement. Donc ce qu'il faut, Sandra, à un moment donné, quand cette jouissance arrive, il ne faut pas lutter contre. Il ne faut évidemment pas passer à l'acte. Fermez les yeux, regardez dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? La peur, ça n'existe pas chez un nourrisson. Chez un nourrisson, c'est l'estomac se contracte. Et peut-être votre estomac se contracte à ce moment-là. Vous voyez? Parce qu'il y a un phénomène étonnant qui se passe, c'est que quand on souffre comme ça, le corps envoie une hormone qui est une hormone de plaisir pour masquer la souffrance.
Et on peut, à un moment donné, confondre souffrance et plaisir. Et trouver du plaisir dans le fait de générer de la souffrance. C'est ce qu'on comprend dans le sadomasochisme, qui moi m'a intéressé à un moment donné, parce que justement c'est assez contradictoire. On se dit mais comment on peut supporter d'avoir mal et jouir Parce que Sandra, quand elle a le cordon ombilical autour du cou, il y a plein de choses qui se mettent en place. L'étouffement, la peur de mourir, la perte de connaissance peut-être, mais peut-être aussi une jouissance. Et c'est cette jouissance qu'à un moment donné, elle veut remettre en place. Vous savez, c'est super intéressant quand on se place du côté du symptôme. Moi, je me rappelle... enfin bref, si vous dites à un médecin j'ai une gastro, par exemple, eh bien peut-être il va vous donner un antivomitif ou un antidiarrhéique. Alors que c'est quoi une gastro? C'est mon corps veut éjecter une toxine qui se trouve à l'intérieur. Si vous allez, comme j'y vais assez souvent dans la jungle amazonienne, et que vous dites à un chaman j'ai envie de vomir, mais il va vous donner un puissant vomitif au contraire, pour faire dégager cette toxine. Donc on a pour habitude en Europe de lutter contre le symptôme. Moi je dis non, le symptôme il faut pas lutter contre, il faut l'observer. Le symptôme n'est pas le mal, le symptôme c'est pas un mauvais esprit, le symptôme c'est un médecin, c'est un docteur. Le diable qu'on a peur d'avoir à l'intérieur de soi, en réalité c'est un docteur qui cherche à nous faire vivre. Et là, je suis très content qu'on arrive avec Sandra à ce consensus sur le cordon ombilical. Et c'est ça qui demande à être revécu. Ça me fait penser à autre chose. Effectivement, je suis quelqu'un qui aime presque braver, on va dire, la mort. Parce que j'ai fait pas mal de choses, on me disait courageuse et téméraire, qui auraient pu, des fois, me conduire à des accidents assez graves, mais n'ayant pas peur de passer de l'autre côté, justement. Et une fois, et pourtant, j'aime les sensations fortes et tout, et bien la fois où j'ai eu peur, finalement, mais une fois que je m'étais jetée dans le vide, c'est le sol élastique. Oui. Et l'élastique, ce que vous dites, ça pouvait faire peut-être passer au cordon ombilical. Exactement. Bravo Sandra. Je l'ai entendu en même temps que vous. Oui. En vous écoutant, voilà, et c'est la seule fois où j'ai fait quelque chose où, non, moi pas peur. Et là, dès que je me suis retrouvée dans le vide, voilà l'origine du sentiment de possession. Et quelle qu'en soit l'explication après, que l'on soit un religieux ou que l'on soit un psychiatre ou que l'on soit un psychologue, c'est le trauma. Et c'est là que vient s'insérer le mauvais esprit. Et après, donc ce qui est intéressant quand même à comprendre dans le témoignage de Sandra, et merci vraiment Sandra, parce que là on est dans le sujet. Vous nous apportez de la lumière, Sandra, merci. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cet exorciseur, en quelque sorte, a calmé, a rassuré Sandra, mais n'a pas réglé le problème du trauma. Non, mais c'est vrai qu'il l'a calmé, il y a autre chose à entendre, mais bon, ça c'est votre travail, Sandra, parce qu'il y a quelque chose du côté de la religion qui peut-être vous attire. Alors, je suis quelqu'un de très spirituel, déjà. Voilà. J'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup de sens-là. Et par contre, un jour, un thérapeute, quand j'ai quitté le père de ma fille, je suis tombée sur un thérapeute qui m'a dit que par contre, vu que je vis des douleurs qui ne m'appartiennent pas, je vis des comportements qui ne m'appartiennent pas, lui a trouvé un côté scientifique à la chose. Oui. Il m'a dit que j'étais empathie miroir. Exactement, j'y avais pensé, hypersensible. Ah oui, alors ça, hypersensible, les 5 sens, je vous garantis que les 5 Ce sont des qualités, vous savez, Sandra. Vous êtes sur un cheval sauvage, pour reprendre l'image de tout à l'heure, que vous avez intérêt à apprendre à chevaucher. Ce sont des qualités, mais c'est aussi difficile à vivre. Vous êtes une hypersensible. Par exemple, vous pourriez faire mon travail, un travail de psychanalyse. Si vous n'êtes pas hypersensible, vous ne pouvez pas le faire. Mais oui, parce qu'il faut arriver à percevoir la sensibilité de l'autre, et donc il faut avoir un large panel de sensibilité. Oui, exactement. Oui. Donc ce sont des qualités, mais ce sont des qualités qui parfois nous font souffrir. Qui coûtent cher quand on est jeune. Voilà. Merci en tout cas Sandra, merci énormément de votre témoignage. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Merci en tout cas à Jean-Charles Bouchou, parce que ce terme de possession, eh bien, je crois qu'il était intéressant. Il a montré à quel point on est tous possédés. Blessés de la vie, avec des traumas. Tous possédés, et moi j'y vois l'origine des traumas. Et vous savez, les religieux sont d'accord. Hein. Quand on demande à un exorciste pourquoi certains sont possédés et pas d'autres, il dit c'est des traumatismes. On a avancé grâce à vous. On a bien avancé. Merci. Oui. Michel nous rejoint. Bonjour Michel.
Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Jacques, je crois. Jean-Charles, Michel. Pardon. Bonjour Michel. Pardon, bonjour. Voilà, moi j'aurais voulu rebondir sur ce que disait la dernière auditrice, qui me parle beaucoup, parce que je suis également hypersensible. Ouais. J'ai mis très longtemps à l'accepter parce que on me disait que c'était une faiblesse, qu'il fallait pas être comme ça. J'ai une hypersensibilité, alors c'est assez sélectif, c'est envers certaines personnes, pas tout le monde, et envers tous les animaux. C'est absolument abominable avec les animaux. Je ressens ce qu'ils pensent, ce dont ils ont peur. C'est abominable parce que je voudrais faire plus et je ne peux pas. Vous avez certainement été blessé dans votre enfance et vous avez de l'empathie pour les animaux, c'est souvent ça. Hein. Oui, et ça me ramène à ce que disait aussi l'auditrice précédente, parce que elle parlait de comportements dangereux. Alors moi j'en ai eu lorsque j'étais jeune et en capacité de faire ce que je voulais, mais ce qui m'est arrivé je me souviens que j'avais 7 ans, entre 6 ans et demi et 7 ans, et j'ai été très attirée par le sadomasochisme. Et c'est étrange parce que, alors encore plus à l'époque, il n'y avait pas de livres chez moi, il n'y avait pas encore moins de vidéos, à l'époque ça n'existait pas. Donc je n'ai pas pu être exposée à ce genre d'images, en tout cas, oui. Mais j'avais des fantasmes. Enfin, quand j'ai lu le Marquis de Sade par la suite, lorsque j'étais adulte, je me suis dit non mais je ne sais pas d'où je sortais ça, mais c'était ça. Et j'avais 7 ans. Et je m'en souviens vraiment très très bien. Et alors je sais qu'il y a des problèmes, j'ai identifié les problèmes d'inceste dans ma famille, donc je sais que ça vient de là. Je suis incapable de dire à quel moment, comment, pourquoi, quel est l'origine du trauma, enfin autre que l'origine évidente, quoi. Mais pourquoi cette attirance pour le mal, alors que par ailleurs je me suis toujours sentie habitée par le bien. J'ai toujours eu une conscience, comme quoi mon éducation n'a pas été complètement toxique, parce que j'ai toujours eu la conscience du bien. Mais vous avez donc subi des abus sexuels par quelqu'un de votre famille quand vous étiez jeune, mais vous ne savez pas trop à quel âge, c'est ça? Alors, mon père, si je sais, c'était à l'adolescence. Ça a commencé à l'adolescence et puis je suis tombée malade, donc ça s'est vite arrêté. Je pense que ça a dû commencer avant, parce que sinon sans doute, parce qu'à l'adolescence, vous sauriez pas. Vous savez, je crois que souvent quand ça commence soi-disant à l'adolescence, c'est parce qu'on a déjà été abusé, mais qu'on s'en souvient pas, mais que quelque part il y a une empreinte qui fait qu'on accepte quelque chose d'inacceptable. Sinon, adolescent, on est en âge de se rebeller et de se défendre. Enfin, encore une fois, je suis pas en train d'affirmer ce que je dis, hein, mais c'est ce qu'on en... Si l'endoctrinement a été bien fait et si on a le sentiment que finalement on pourrait être plus reconnaissante parce que c'est un service qu'on nous rend, on ne veut pas forcément se rébeller. Je précise en tout cas que mardi on sera avec Bruno Clavier, hein, qui est spécialiste justement des questions d'abus et d'inceste. Je vous en prie, allez-y, continuez. Vous parliez, parce que ce qui est intéressant à comprendre, parce que vous parlez de sadomasochisme à l'âge de 7 ans, ça paraît complètement fou, mais on peut avoir, encore une fois, c'est une interprétation, hein, je dis pas que c'est la réalité, mais on peut avoir en tant qu'enfant, quand on subit de la violence sexuelle, avoir un désir de meurtre. Et donc là, on est dans du sadisme, si je puis dire, et qu'ensuite, à 7 ans, on ait des images ou des pensées de sadomasochistes. Vous voyez, ça peut expliquer Oui, puis on peut la violence qu'on aimerait faire subir à l'autre, puisqu'elle est interdite et voire même trop dangereuse, on peut la retourner contre soi. C'est-à-dire, je suis incapable de te faire du mal, donc s'il te plaît, fais-moi du mal. Oui, ce serait une explication, oui. Ouais. Alors c'est quelque chose qui continue à me... Ça fait encore partie de mes fantasmes. J'y donne libre cours parfois, mais avec mon conjoint qui est une personne de confiance, et ça ne va jamais loin. Ce sont des jeux, c'est pas faire mal, il ne s'agit pas de faire mal. Et donc j'ai l'impression d'avoir bien intégré la chose, disons.
Mais je pense que ça aurait pu basculer dans quelque chose de beaucoup plus toxique. Parce que je me souviens par exemple une autre anecdote. J'avais dans ces eaux-là 7 ans et demi, et ma mère avait disposé un peu d'insecticide contre les fourmis sur un meuble de cuisine, et je l'ai mangé. J'en ai pas mangé des centaines de grammes, mais je pense que j'aurais pu me rendre malade. J'ai pas été malade, mais... et je me suis sentie, j'ai eu une crise de panique absolument abominable, je m'en souviens encore, parce que j'avais peur de mourir et j'étais incapable de dire que j'avais mangé le poison. Et vous savez qu'est-ce qui vous a poussé à manger ce poison? J'ai l'impression que je voulais alerter et Bien je sûr. voulais dire regardez ce qui se passe. Bien sûr. J'ai consommé. Quelque au chose sens littéral et au sens figuré, mais je ne pouvais pas le dire, j'arrivais pas à J'ai le dire. besoin d'être sauvée en quelque sorte. Quel âge vous aviez? C'était à peu près au moment où j'avais ces fantasmes-là, de 7 ans, 7 ans et demi, ouais, par là. Et oui, bon, après par la suite, ça s'est traduit par la recherche de relations toxiques. Bon, heureusement, ça, je m'en suis sortie. J'ai mis le temps, mais je m'en suis sortie. Mais c'est... L'idée de possession, oui. Mais en tout cas, ce qui est évident, enfin, dans ce que vous nous racontez, Michel, c'est que quand on est à 7 ans avec ces images-là et cette envie de crier au secours, c'est qu'il y a quelque chose il y a eu un trauma, c'est évident. Enfin, après, c'est pas... Enfin, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit, mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui c'est pas normal. Enfin, on n'est pas... Ça me semble évident maintenant, ça me semble vraiment clair comme de l'eau de roche, mais vous savez, ce qui est également très troublant, ce qui me trouble vraiment encore maintenant, et j'en conçois un peu de rancœur, c'est que pendant toute ma vie, parce que nous sommes 5 sœurs, pendant toute ma vie, on m'a répété que heureusement j'étais la seule qui en avait réchappé. Or, pas du tout. Je vois pas en quoi j'en ai réchappé. D'ailleurs, toutes les sœurs ont subi des violences sexuelles. Oui. Il y en a une qui s'en défend, enfin je sais que les autres... Et la vôtre n'est pas reconnue? Pas du tout. Non, et mais je n'ai jamais compris pourquoi. Mais peut-être parce que vous avez su, vous, grâce à votre hypersensibilité, de partir dans ces images de sadomasochisme qui vous ont équilibré. Vous savez, moi je dis souvent, ok, on peut critiquer le sadomasochisme, mais parfois ça permet de rééquilibrer quelque chose qui ne va pas bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, un symptôme n'est pas le mal à combattre. Hein. Le symptôme, c'est un docteur qui vient nous empêcher de tomber plus malade. Exactement, et peut-être que ces images-là qui vous habitaient, finalement, elles vous ont permise de ne pas devenir folle, ou en tout cas de garder un semblant d'équilibre et de grandir mieux que vos sœurs, qui vont peut-être pas très bien. Oui, c'est fort possible. Oui. Vous voyez, donc il faut, et je crois qu'il faut accueillir les ressources qu'on a tous, et puis ne pas avoir de jugement de valeur sur ce qui serait bien ou ce qui serait pas bien, quoi. Bien sûr. Et accueillir le symptôme, toujours accueillir le symptôme. Oui. Après, essayer de comprendre ce qu'il vient nous dire. Tout à fait, mais le symptôme, enfin, en l'occurrence, c'est quelque chose de toxique quand on se met en danger. Mais si on arrive à le transformer en jeu dans un cadre sécurisé avec des personnes de confiance, ce n'est pas du tout un problème. Ça peut être un problème. J'entendais une de vos auditrices il y a quelque temps qui disait qu'elle avait besoin qu'on la frappe et qu'on lui fasse mal et qu'elle n'arrivait plus à gérer. Elle avait peur d'elle-même parce qu'elle se retrouvait, elle se mettait dans des situations où sa vie était en danger. Ça, c'est autre chose, je pense. Non, bien sûr, mais là, s'amuser à des jeux un peu BDSM, si ça nous fait jouir et si ça nous fait du bien, c'est qu'on en a besoin, et pourquoi s'en priver? Enfin, je veux dire, encore une fois, vous êtes entre adultes consentants. Bon, on peut jouer, hein, c'est très bien, c'est ok, mais on peut aussi chercher à comprendre qu'est-ce qui a envie de se vivre et aller vivre le traumatisme, parce que le jeu, c'est... À la fois, je mets en place ce qui m'a fait tellement peur quand j'étais enfant, mais en même temps, je ne vis pas pleinement l'angoisse ou la peur. Je vais aller plutôt du côté du plaisir. Et donc, il y a malgré tout, il y a à la fois la recherche de la situation et en même temps l'évitement de la sensation d'origine qui demande à être vécue. On en a parlé plusieurs fois au cours de l'émission. Ça serait bien que vous arriviez à travailler sur qu'est-ce qui se passe sensoriellement à ce moment-là. Ça, c'est une bonne question. J'ai beaucoup travaillé sur l'aspect psychanalytique de la chose. Oui, sensoriel.
Oui, sensoriel, non, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas fait. Oui. Ouais. Mais vous pouvez le faire. Hein. La prochaine fois que vous avez une excitation, fermez les yeux, regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, laissez évoluer. Ressentez. Avant de passer à l'acte. Vous passerez à l'acte une autre fois. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une expression de notre ami commun Patrick Daquet qui dit toujours il ne faut pas croire, il faut ressentir. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il ne faut pas penser, il faut ressentir. Bien sûr. Et c'est nos ressentis qui nous disent la vérité. Ouais. Le Bouddha disait ne me croyez pas, vivez-le ce que je vous propose, vivez-le. Exact. Merci beaucoup de ce témoignage, Michel. Et puis, écoutez, cheminez. La vie est un long cheminement. Et accueillez vos symptômes. Si vous avez l'impression qu'ils ne vous aident pas à aller mieux, allez voir d'où ils viennent, mais ne les supprimez pas par des médicaments. Surtout pas. C'est à peu près surtout pas, sauf si vous pouvez pas faire autrement. C'est à peu près ce que vous avez envie de dire. Hein. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous. Alors c'est intéressant. Je constate qu'on a eu que des femmes. Je rassure tout le monde. Les hommes aussi peuvent être possédés. Les hommes peuvent être possédés. Largement autant dans la que Bible, femmes. il y a un exemple. Enfin, dans le Nouveau Testament, Jésus rencontre un homme qui se promène au travers des tombes et qui est possédé. Et quand Jésus lui demande mais qui es-tu, démon, le démon répond légion, tellement ils sont nombreux. Et Jésus fait à ce moment-là un exorcisme et les démons sortent de l'homme et vont se réfugier dans des ports. Voilà, bon, donc rassurez-vous, les hommes aussi, hein, il y a une égalité totale là-dessus. Oui. Mais les hommes en parlent peut-être moins facilement. Demain, on vous garde, Jean-Charles Bouchou, puisque vous êtes à Paris toutes ces quelques jours, et on va parler des luttes de pouvoir dans le couple. Ça peut être intéressant aussi. Oui, bien sûr. Donc on vous retrouvera demain pour parler des luttes de pouvoir, comment s'affirmer sans pour autant vouloir prendre le pouvoir. Si vous avez envie de réagir, même si vous avez envie de réagir sur la possession demain, appelez peut-être tout de suite, parce que comme ça on vous garde au chaud jusqu'à demain. Et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir, et c'est Marie aujourd'hui qui va vous écouter. Sud Radio, votre avis fait la différence.